Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est un privilège d'être invité à partager certaines pensées et réflexions avec vous aujourd'hui. Je pense que le résumé de tout ce qui beaucoup. Donc mon message clé, ça serait qu'il n'y a pas de transformation sans science et qu'il n'y a pas de science sans transformation. J'ai structuré ma présentation en 3 parties. Je commence avec l'aspect général pour parler des défis de notre époque. Donc on doit vraiment se confronter à ces défis des changements climatiques. Je vous promets qu'à la fin, j'irai dans des exemples beaucoup plus concrets pour vous expliquer ce que nous faisons maintenant dans mon académie pour justement utiliser la science dans des cas très pratiques. Comme je l'ai dit, on commence donc au niveau macroéconomique. Because this picture actually has exactly the same age as I do, 55 years ago, and it was the Apollo 8 mission which had the task to explore landing sites and make pictures where to land on the moon. But they came back with this famous picture called Earthrise, which they took the Earth raising behind the moon, and I think it has become the most emblematic picture of humankind, almost showing the beauty of this planet, but also the vulnerability qui montre la vulnérabilité de notre système avec des ressources limitées et qui dépendent les unes des autres. Donc c'est un point de départ. À cette époque, en 55 ans de ma vie, beaucoup de choses ont changé. Par exemple, la population a doublé de 3,7 milliards à presque 8 milliards aujourd'hui, mais surtout l'économie mondiale a énormément augmenté. Donc avec cette évolution en 50 ans, si on la compare aux Homo sapiens, donc c'est un film au cinéma, mais ces choses auraient dû se produire pendant les dernières secondes du film. C'est une explosion. Donc cette croissance exponentielle est possible sur une planète limitée. Il faut soit être fou, soit être économiste pour croire cela, et il était économiste. Donc ça, c'est la photo qui représente le mieux les défis auxquels nous sommes confrontés. Au cours des 50 dernières années, notre planète a absorbé le CO2, les océans ont récupéré les déchets, mais on commence à recevoir la facture. Et bien sûr, sur ces photos, on a des rapports scientifiques mondiaux qui sont incroyables, on a un consensus, par exemple à gauche, on sait que les espèces sont menacées d'extinction et c'est à cause d'une espèce, c'est-à-dire nous savons que le changement climatique nous sort de la zone de confort et on a 1,1 degré, maintenant on va être à 2 ou 3 degrés d'augmentation. Donc c'est vraiment une menace déjà à l'heure actuelle, donc je vous laisse imaginer si on atteint les 2 ou 3 degrés de réchauffement climatique. Donc le savoir atteint ses limites. On a déjà commencé à être avec des points tournants. Par exemple, dans les Alpes, avec la fonte des glaciers, etc. Donc sur le graphique, vous voyez en jaune l'inégalité entre les pays et en rouge dans les pays. Donc au sein des pays, les inégalités sont en augmentation. Les élites, donc si on vit ici à Lausanne, à Nairobi ou à Delhi, voilà, mais au sein des pays, donc les pays perdent l'accès au développement et donc subissent les conséquences. Souvenons-nous que nous sommes
sommes responsables seulement de 10% justement des émissions de gaz à effet de serre. Avec ceci, je vais conclure que nous savons aujourd'hui, et même le secrétaire général l'a dit, c'est que la planète ne va pas disparaître, mais par contre, l'humanité est menacée. Donc je vais utiliser deux slogans. Cette crise environnementale, voilà, on doit parler de justice climatique, on ne peut pas parler de climat sans en parler. Et on doit également comprendre les causes profondes des dysfonctions des systèmes que nous avons créés. Donc oui, ça a été un beau succès justement ce rapport. Mais il faut aussi qu'on ait donc un lien entre l'inégalité et la transformation des systèmes. Donc, c'est juste une transformation, en fait. 2015 était une bonne année pour l'accord de Paris, mais aussi pour l'agenda 2030, avec 93 pays qui sont mis d'accord sur une vision et qui ont décidé donc des ODD. La force de l'agenda, c'est que cela donne une vision, mais cela ne nous donne pas les outils de cette transformation. En 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a dit quelle est la grande image, l'aperçu pour tous ces objectifs. Donc, deuxième question, c'est que la science est fantastique, mais est-ce que la science a quelque chose à dire pour trouver ces solutions? Et c'est donc ce Sustainable Development Report où j'ai eu le plaisir, la tâche de co-présider. Donc une des conclusions qu'on a tirées, c'est qu'on doit aller vers une transformation qui est plus basée sur les savoirs. Ce qu'on a fait tout d'abord, c'était de voir comment les différents ODD interagissaient l'un avec l'autre. Et donc dans ces différents rapports, on a essayé d'analyser ce qu'on apprenait des causes-avantages ou des compromis. Donc c'est-à-dire si on fait quelque chose pour un ODD, qu'est-ce que cela veut dire pour l'autre? Et là, on peut voir ces causes-avantages, comme je le disais. Donc, si vous faites quelque chose pour un ODD, peut-être que vous allez avoir des bénéfices sur un autre ODD. Mais il y a également beaucoup de conflits d'intérêts, des compromis, comme nous les appelons. Et donc, si on prend par exemple l'ODD 2 sur la faim, mettre fin à la faim dans le monde, eh bien, par exemple, on peut mettre en place un système de production alimentaire pour tout le monde. Bien sûr, ce faisant, on obtient beaucoup de co-avantages. On va fournir des emplois, on va créer des avantages pour la santé également, stimuler l'économie et bien d'autres co-avantages. Mais il y a également des compromis graves. Le système alimentaire aujourd'hui représente déjà un tiers des émissions en CO2 et si on le mettait à l'échelle, on augmenterait de 90% l'émission de CO2 de ce secteur. Et alors, on sait également qu'il y a une perte de 80% de la biodiversité qui est liée à la production alimentaire. Donc ceci, on l'augmenterait également. Donc les compromis sont terribles, ce qui nous montre que ce système est dysfonctionnel. Ils sont la cause profonde des problèmes que nous observons. Donc notre conclusion est celle-ci. On doit répondre à ces compromis et être capable d'exploiter les co-bénéfices. Où sont les cercles vertueux? Éviter les compromis. Rappelons-nous toujours ceci. Si je fais 20 pas, à partir d'ici, je vais arriver à la fin de la salle. Mais si chaque fois je reviens en arrière, il m'en faudra beaucoup plus. Donc c'est comme ça que nous devons penser. Notre conclusion est celle-ci. Nous devons répondre à ces systèmes clés. Nous devons répondre à ces côtés qui sont dysfonctionnels avant de pouvoir avoir une transformation. C'est notre point d'entrée pour la transformation. Donc ici, on a la transition énergétique, les systèmes alimentaires et bien sûr l'aménagement du territoire et du développement. Rappelons-nous que la Chine
seul, construit tous les 2 ans autant que toute l'Allemagne entière a construit sur son histoire. Donc c'est une force de transformation. Donc on doit repenser également ce qu'est le bien-être et comment nous protégeons les espaces communs environnementaux mondiaux. Alors, qui peuvent être les figures de proue de ce changement? Alors, j'aimerais vous présenter 4 leviers. Tout d'abord, il nous faut le business et la finance. Ils sont là pour le levier, c'est très important. Les parts du marché sont le marché est de plus en plus grand, mais chacun n'a pas pu augmenter sa part de ce marché. Beaucoup de personnes vivent avec moins de $7 par jour. Et donc l'effet, c'est que le système ne fonctionne pas. Le système bancaire mondial ne fonctionne pas non plus. C'est notre avis. Et donc il nous faut encore des parts de marché, des parts du gâteau. C'est pourquoi j'ai laissé cette photo à l'écran. Donc lorsque nous utilisons de l'énergie pour produire des services, eh bien, il faut pouvoir fournir de l'argent, des revenus. Et il faut penser de manière circulaire, une économie circulaire. Mais il nous faut également des investisseurs, ils sont clés. Et ceci, j'aimerais l'illustrer avec ceci. C'est le secteur financier suisse. Si nous calculions l'empreinte CO2 par habitant du secteur financier suisse, ce serait 137 tonnes. Donc cela veut dire que le secteur financier suisse s'appuie énormément sur les combustibles fossiles. C'est énorme si on compare aux 5 tonnes qui sont liées à la production et à la consommation, aux émotions grises qui ajoutent 9 tonnes. Donc on a une empreinte qui est de 14 au total. Donc c'est énorme en comparaison. Ensuite, il y a la technologie. C'est le deuxième levier. Alors, je sais qu'ici je parle à la faculté ENAC, donc je dois me montrer prudent. Mais je regarde ici ce graphique avec les 2 VW. On avait la Käfer et la Beetle, les mêmes voitures, avec 50 ans d'évolution. On voit que l'évolution en matière de consommation est passée de 7,5 litres au 100 à 7,1. Donc en 50 ans d'ingénierie, on a fait qu'augmenter la puissance, la vitesse et le poids. Est-ce vraiment la réponse intelligente que nous voulons pour savoir comment déplacer 90 kilos d'Homo sapiens d'un point à un autre, il nous faut 1200 kilos. Est-ce vraiment une réponse? Donc non, la technologie doit avoir un but. La connaissance doit avoir un but. Où allons-nous? À droite, vous pouvez voir la carte de la densité de technologie et de sciences dans le monde. Donc vous pouvez voir que l'Ouest et le Nord ont un très haut niveau de scientifiques par habitant, mais en Afrique subsaharienne, par exemple, on est à 30% par million d'habitants. Donc, si on prend la ville de Lausanne et qu'on lui donne la moyenne de l'Afrique subsaharienne, on n'aurait que 4 scientifiques dans toute Lausanne. Ils devraient donner cours, donner des conseils au gouvernement et faire de la recherche. Donc, ce n'est pas possible de voir la science et la technologie sans penser également où nous avons besoin de cette science de manière la plus urgente. Ensuite, il y a les actions collectives et individuelles. Vous connaissez tous Greta Thunberg. Ce qu'elle a réussi à faire, c'est de passer d'une personne à 140 millions de manifestants dans le monde. Donc quelque chose se déroule. Il y a un changement. C'est intéressant. Mais ça peut être vraiment le point de basculement pour notre société qui amènera le changement. Mais M. Pareto, un économiste, nous a dit pour 15% de personnes qui prennent la rue, il y a 15% qui vont à l'encontre également. Et alors, il y a une étude de Kubler-Ross qui étudie les personnes en fonction de leur réaction par rapport au choc sociétal. Alors, il y a d'abord le déni, et puis on passe à la frustration, puis la dépression, et puis c'est là qu'il y a un changement. On commence à faire des expériences, des prises de nouvelles décisions.
et on atteint enfin un changement structurel. Donc, où en sommes-nous sur cette courbe? Êtes-vous toujours en période de dépression, d'innovation? Où sommes-nous en tant que scientifiques en Suisse? Sommes-nous à gauche ou à droite? Donc la question ici, la question clé, c'est de savoir comment créer cette nouvelle société pour passer de la gauche à la droite de ce graphique sans laisser de côté les personnes. Et le quatrième levier, c'est la gouvernance. Alors, c'est un débat idéologique, bien sûr, quant à la réglementation. Beaucoup de gens parlent directement de dictature écologique assez facilement, mais il me semble clair, nous avons besoin de changer les règles du jeu. Il ne s'agit pas d'avoir plus de règles. Non, il nous faut des règles plus intelligentes. Et ça, c'est un défi clé que nous ne pourrons réaliser sans des initiatives gouvernementales. Alors, pour en revenir à notre transformation qu'on essaye d'atteindre, notre transformation universelle, on peut dire, voilà, on a ces 4 leviers. Donc ça semble assez évident. Il y a beaucoup de connaissances pour chacun de ces leviers. Mais le défi clé pour moi est de savoir comment vraiment donner envie cet objectif de transformation. Et je vous pose cette question. Sommes-nous prêts à discuter de l'objectif, du but de la science, de la technologie, de la recherche? Deuxièmement, il n'y a pas de solution parfaite. Dans chacun de ces leviers, il nous faut être capable de combiner la vraie innovation, c'est lorsque nous réunissons les partenaires, les différentes technologies, les sciences, l'économie, les gouvernements. C'est là que l'innovation sera possible. Et alors, peut-être ma dernière contribution. Il y a une question qu'il faut se poser, savoir si ce qui est universel et ce qui est contextuel. Ici, vous voyez un graphique avec quasiment tous les pays, comparé aux limites planétaires que nous avons transgressées, le nombre de seuils que nous avons dépassés. Et il est peut-être intéressant de se dire que si nous voulons avoir une bonne vie en restant dans les limites de la planète, il faut pouvoir être ici à gauche. Il nous faut une nouvelle relation entre les personnes. Notre objectif, c'est d'arriver là. Et donc la distance est la même pour tout le monde, qu'on soit en Allemagne ou au Cambodge. Il faut réinventer les chemins qui nous mèneront à cet objectif. Et puis, ça c'est mon deuxième point, chaque chemin à parcourir est différent. Il n'y a pas de plan qu'on peut offrir à tous. Il sera différent pour l'Allemagne que pour le Cambodge. Et je pense que, enfin, il faut que tous les pays commencent aujourd'hui ce chemin. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui parte en premier et puis que les autres soient en retard. Donc, pour revenir à ce que je disais, la combinaison de ces leviers doit s'appuyer sur le contexte, mais être orientée vers les objectifs universels. Et c'est comme ça que nous trouverons les voies de la transformation, grâce à ces leviers qui nous permettront d'atteindre cette transformation. Ainsi, j'en arrive au dernier point de mon intervention. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez particulier, la Wyss Academy for Nature. Donc nous avons travaillé, cette photo c'est l'Amazone. Vous voyez à droite une zone protégée qui fonctionne assez bien par rapport au reste du Brésil. Et à gauche, vous voyez ce système alimentaire mondial qui est dysfonctionnel, qui fait de la déforestation pour mettre du soja, pour du bétail. Et notre défi ici, c'est de se dire, on va étudier ces zones temporaux entre les deux mondes. Y a-t-il un avenir pour ces populations en termes d'espace, mais également en termes de temps? Pouvons-nous trouver une solution qui permettra de répondre à la gérance
de l'environnement, mais en même temps au développement durable. Et on doit aussi convaincre les bailleurs de fonds en leur disant, voilà, la conservation, c'est important, c'est vrai, mais sans répondre aux causes profondes, nous n'y arriverons pas et nous aurons des effets négatifs en fin de compte. Ainsi, la proposition que nous avons est celle-ci. Il convient de travailler sur les défis mondiaux, mais ceci ne peut se faire qu'en se basant sur un contexte concret. Et on doit passer de la connaissance à l'action. Et s'appuie sur 6 équipes qui travaillent sur des thématiques, mais nous avons également, dans le monde entier, des groupes où nous appliquons ces solutions. Il nous faut des interfaces avec les centres, avec le monde de la science, mais également le monde politique. Mais revenons à notre cause. Comment résoudre la question du système alimentaire? Voici une photo d'un groupe de recherche. Tout est lié dans le système alimentaire. Et en plus, il y a des conflits d'intérêts terribles. Et ça, c'est un problème vicieux, comme on l'appelle. Et donc, il faut être meilleur lorsqu'il s'agit de répondre à de tels problèmes vicieux, comme je les appelle. Alors, il y a des éléments clés dans notre approche. Mais tout d'abord, on s'est dit, on doit réunir 3 éléments. Tout d'abord, la connaissance, bien sûr, c'est notre niche, c'est notre domaine. On doit avoir une transformation qui s'appuie sur la connaissance. Mais également, nous devons être en connexion avec les preneurs de décisions. Nous devons discuter avec le pouvoir. Nous devons mettre en place une coalition pour le changement. Et enfin, le 3e élément, il nous faut des incubateurs. Nous devons effectuer des actions. Nous devons commencer à mettre en place des actions. Sinon, nous n'aurons pas assez de temps. Et concrètement, voilà, dans le cas du Pérou, nous avons créé une coalition pour le changement qui s'appuie sur la connaissance scientifique et nous avons négocié avec différents partenaires pour discuter de ce qu'était l'avenir que nous voulions. Et de ce point de départ, nous avons observé les différents leviers que nous avons essayé de déployer ensemble. Par exemple, les droits fonciers sont clés pour le changement. Il nous faut également de nouvelles pratiques agricoles, de gestion forestière, avec des nouvelles technologies qui permettent de maximiser les bénéfices pour les personnes et la nature. Par exemple, cet arbre ici, qui nous permet d'obtenir des noix brésiliennes et ajouter beaucoup de valeur avec peu d'espace. Et donc, c'est ce type de solution. Donc là, il faut toujours poser la question, quel est le rôle de la technologie? Comment on peut améliorer la chaîne de valeur pour enfin ajouter la valeur à l'environnement et aux humains? Et ce que je voulais dire, c'est ceci. Nous ne sauverons pas toutes les forêts au Pérou. Mais j'espère que nous trouverons de nouvelles façons de résoudre ces problèmes complexes, mettre en place des mécanismes qu'on pourra appliquer dans d'autres endroits dans le monde. Et donc, j'aimerais terminer avec cette citation de Donella Meadows, qui a été l'une des co-autrices des limites de la croissance. Et elle a dit ceci: personne ne crée ces problèmes de manière délibérée, personne ne veut continuer dans ces problèmes, mais cependant, ils continuent à persister. Et c'est pourquoi? Car il y a des comportements non désirables qui sont des caractéristiques de la structure du système qui produit ces problèmes. Il faut voir le système comme la source de ses propres problèmes et il faut trouver le courage et la sagesse de restructurer ce système. Merci. Merci, professeur Messerli. Je vais peut-être vous inviter à vous asseoir, mais peut-être avant, vous avez parlé d'un projet au Pérou. Est-ce que vous avez des projets comparables en Suisse, par exemple? Oui. En fait, le bailleur Hans-Jörg Wyss, il a demandé que sa contribution va être matchée ou comparée au même. Et puis, c'est le canton de Berne qui a dit « Oui, on est prêt à mettre un quart, à condition que vous travaillez aussi en Suisse. » Et évidemment, on a bien eu cette proposition parce que, comme j'ai dit, la distance to targets en Suisse, elle est exactement la même. Donc, on a aussi en Suisse, et après, on travaille en Afrique de l'Est,
l'Asie du Sud-Est et puis voilà l'Amérique latine. Merci. Merci, je vous invite à prendre place. Comme je l'ai annoncé, on va lancer la table ronde avec un sondage. J'invite les panélistes à monter sur scène et j'aimerais qu'on envoie la question sur laquelle on aimerait votre avis. La question, c'est pas mal de se la poser. D'ailleurs, elle m'a été soufflée par M. Messerly, je dois avouer. Que peuvent les technologies face au dérèglement climatique? On est dans une école d'ingénieurs. Voilà, alors à choix, les réponses sont les suivantes. Elles n'ont pas encore déployé donc, les technologies, toute leur potentialité, mais elles vont constituer une bonne partie de la solution. L'optimisme technologique est un obstacle. Voilà, encore. Monsieur Messerly, un premier, vous êtes étonné de ce résultat? Oui, je suis plutôt étonné, mais je pense que ça représente que les deux sont vrais. Bon, on voit que c'est très serré. Je vais donner la parole à nos panélistes qui nous ont rejoints. D'abord, pour nous donner leur avis, Madame Piton, vous êtes conseillère nationale, verte, mais vous êtes aussi une alumni de l'ENAC et vous êtes membre de la commission de l'éducation et de la science. Vous étiez très engagé, ça c'est naturel, vous me direz, dans la campagne pour la loi sur le CO2 qui a été refusée par le peuple l'année passée. Voilà, donc à vous la parole pour un premier commentaire et puis une tentative de première réponse à la question qui est posée. Comment avoir de l'impact sur les politiques, la société, l'économie pour agir sur le changement climatique? C'est quand même un peu le fil rouge de notre journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Peut-être juste aussi une précision. Je suis également climatologue. Donc c'est en climatologie que j'ai réalisé mon doctorat ici à l'EPFL il y a 15 ans maintenant. Donc évidemment, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis engagée en politique en 2018 auprès des Verts, et non pas des Verts libéraux, je le développerai tout à l'heure. Et donc, ça, je pense que c'est important de le préciser. Je pense, en fait, je ne suis pas surprise non, par le résultat ici du sondage, parce que, en fait, on aurait pu avoir un résultat peut-être un peu plus fin si on avait posé la question, non pas à choix, mais et. Et puis c'est là que ça aurait été plus intéressant de voir qui considère que les nouvelles technologies ne sont pas encore suffisamment déployées, et c'est le cas, effectivement. Mais en même temps que si on a effectivement, on considère qu'à elles seules, elles peuvent nous faire respecter les limites planétaires, eh bien évidemment ce n'est pas le cas, puisqu'il y a toute cette question de changement bien plus en profondeur, idéologique, sociétaux, de comportement, et donc la question de la sobriété qui vient s'y rajouter. On est face à un public passablement averti. Peut-être que si on posait la même question pour un public plus large, eh bien là, on n'aurait peut-être pas les mêmes résultats. Et c'est ça, dans la discussion, je pense qu'on va aussi aborder ces obstacles qui font que, notamment, on a encore beaucoup de climato-scepticisme au sein de notre population, y compris en Suisse. Et ça, c'est un des points qui me préoccupe particulièrement. Peut-être pour répondre donc à votre question, donc plus en général, par rapport à donc comment avoir de l'impact? Comment avoir de l'impact? Oui, alors d'abord en tant que scientifique, je pense qu'il y a vraiment la question d'être capable de communiquer pour un public large. Donc là, il y a vraiment des enjeux très importants parce qu'on reste quand même une minorité de la population, et d'ailleurs on est face à des mouvements qui volontiers justement qualifient les experts finalement d'élite, et c'est une réalité effectivement. D'une certaine manière, les experts font partie de l'élite, et donc il faut absolument anticiper
cette tentative de finalement décrédibiliser ce que nous avons à dire. Là, je m'exprime en tant qu'expert. Et ensuite, en tant que politicienne, eh bien, ce que je constate depuis 3 ans que je suis au Conseil national, et en particulier en ce qui a concerné le traitement de la loi CO2 et le sort qui lui a été réservé lors des votations populaires l'année passée, eh bien, c'est que nous sommes confrontés à une désinformation très importante et que là, effectivement, on est confronté à une puissance des lobbies qui défendent la vieille industrie, mais qui est encore bien présente, hein, la pétrochimie et tous les acteurs économiques qui, en Suisse, on l'a vu, hein, sont très importants et font d'ailleurs qu'on a une empreinte. Un bilan. Est-ce que vous avez un exemple d'un lobby? Avant, vous êtes au Conseil national, oui, vous recevez tous les lobbyistes possibles et imaginables. Alors effectivement, je sais que pour les chercheurs, c'est des fois difficile de se prononcer. Et puis moi, en tant qu'élue verte, je l'assume. C'est vrai que moi, j'ai été choquée de découvrir la prise de position et l'insistance et la puissance justement de diffusion du message de Science Industrie. Science Industrie qui est le conglomérat en fait de la grosse industrie chimie et pétrochimie en Suisse et qui a mis vraiment toute son énergie et ses moyens pour lutter tant contre la loi CO2 en 2021 que les initiatives pesticides et avec une diffusion très large de désinformation, de sous-estimation des risques. Par rapport à un exemple précis de désinformation, a été véhiculée largement l'idée qu'en cas d'acceptation de la révision de la loi CO2, on aurait une augmentation de milliers de francs pour les ménages, alors que c'était au maximum une centaine, un peu plus d'une centaine de francs, selon le Conseil fédéral. Donc là, et puis cette idée que ce serait des milliers a été largement véhiculée. Le fait qu'on avait, après 6 ans de traitement de cette loi dans le Parlement entre les 2 chambres, obtenu un système redistributif puisque 2 tiers du revenu. On va peut-être essayer de ne pas trop entrer dans le détail. Voilà. J'aimerais peut-être passer alors au panéliste suivant, Monsieur Davis. Que peuvent les scientifiques, avec ces nouveaux outils, grâce à la technologie, apporter pour contribuer, en tout cas, à une prise de conscience et ensuite à une action pour une lutte contre les dérèglements climatiques. Merci Alain, bonjour à tous. Oui, et puis alors peut-être expliquez-nous, parce que Davis, tu es ENAC Associate Professor, Environmental Computational Science and Earth Observation Lab, c'est à Sion. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes à Sion pour observer la Terre? Et puis qu'est-ce que vous faites exactement surtout? Alors, pourquoi on est à Sion? Parce que l'EPFL a décidé de grandir aussi en Valais. Et voilà. Parmi les sujets qui sont importants que l'ENAC voulait pousser et qui sont très bien situés en Valais, on a trouvé justement l'étude des régions alpines et polaires. Mm-hmm. Et c'est des régions où on a quelque part terrain de jeu juste aux portes de nos laboratoires. Donc ça nous permet vraiment d'être inspirés et à tout près. Les glaciers, vous les voyez de près, les glaciers? On les voit tout près, oui. C'est ça. Et donc, alors justement, que pouvez-vous, avec ces nouveaux outils, vous êtes un peu le geek, si je puis dire, de la table ronde, que peut-on accomplir avec ces outils et quelles sont aussi les limites de la technologie, peut-être? Oui. Effectivement, moi je veux bien prendre la perspective un peu plus technologique et académique dans ce panel. Et moi aussi, comme Madame Piton, je ne suis pas totalement surpris du résultat du pool, parce que oui, effectivement, les technologies peuvent être perçues comme la cause et la solution du problème en même temps. Et je trouve qu'ils font vraiment partie de la solution aussi. Les avancées qu'on a eues technologiquement ces 50 dernières années sont considérables. Alors, merci M. Messerli d'avoir montré la photo de la Terre prise depuis la Lune, parce que ça, c'est très proche de mon cœur, parce que je fais de la télédétection, mais aussi ça montre qu'on est passé d'une photo à 900 satellites autour de la Terre en 50 ans. Et donc ça nous donne quelque part un pouvoir d'observation, un pouvoir de monitoring. On devient vraiment des sentinelles de ce qui se passe. Et on doit être capable de prendre toutes ces données, et qui peuvent être de différentes formes. Elles peuvent regarder les températures, elles peuvent regarder l'état de la végétation.
et aussi les rejoindre à tout autre senseur distribué que nous avons autour de nous. Vous avez tous un téléphone portable dans la poche parce que vous l'avez utilisé pour répondre au sondage. Ces senseurs nous donnent aussi de l'information. Et avec tout ça, on est capable maintenant d'observer d'une manière qui n'était juste pas possible avant. Donc on a une grande capacité de collecter les données maintenant. Est-ce qu'on a une capacité à les analyser, à les interpréter, à en faire quelque chose? Absolument, mais ça c'est exactement le point où je voulais arriver. Collecter les données est très important, mais ce n'est pas la fin de la route. La fin de la route, c'est de savoir les transformer et de pouvoir arriver à ces observations qui peuvent être sur l'état de la biodiversité, sur l'état de nos forêts, et de les traiter d'une manière qu'on puisse les communiquer aux gens qui prennent des décisions d'une manière qui est transparente, qui est fiable et qui arrive avec toutes les bandes d'incertitude dont on a besoin pour que, d'un côté, on comprenne que c'est des prédictions et pas la vérité de ce qui va se passer, mais que ça puisse donner l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Merci. Avant de vous donner la parole, Christian Mayer, qui est l'architecte de la table ronde, étudiant à l'ENAC, avant de vous donner la parole, j'aimerais quand même poser la question à M. Messerli. On en est où, hein? Donc, déni, dépression, vous avez repris la classification de Kubler-Ross, expérimentation, décision, intégration. On en est où dans cette courbe aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ajouterais, après le choc des canicules, une explosion des prix de l'énergie, la crise du Covid, est-ce qu'il se passe quelque chose de durable dans ce processus vers ce que vous appelez l'intégration? Oui. Peut-être je vais me permettre de répondre en anglais, c'est plus facile. Oui. So I think we are really in this interesting intersection between this one. Il y a une intersection intéressante, donc cette courbe qui descend, l'ancien modèle ne fonctionne pas, on s'en rend compte, et quelque part il y a une nouvelle courbe qui émerge. Et au milieu, c'est comme une machine à laver, c'est complexe et c'est vraiment très confus. Ce que j'aimerais dire, j'ai présenté ces 4 niveaux, ils ont tous quelque chose à dire, la technologie. Donc la science d'où je viens, donc on décrit le monde et les différents problèmes et dynamiques. Et le fait de venir de l'ingénierie et donc d'une école d'architecture, on a justement donc le design. Donc nous sommes des acteurs, des témoins, on peut être les gagnants ou les perdants du jeu. Et c'est vraiment une question qui est très puissante. Nous devons nous concentrer sur ces questions. Un petit exemple, le mois dernier, donc il y avait une classification des revenus dans le monde. Les États-Unis, 7e, je crois, etc. Ensuite, il y a les sociétés, et la Suisse est plus bas, etc. Donc, sur ces 25 premières, il y a 10 compagnies, et 7 d'entre elles dans ces 10 sont directement liées à l'énergie fossile. Quels sont les changements, les alliances, quels sont les politiciens, les nouvelles idées, etc., qui permettent de contrebalancer cela. Donc c'est notre défi. Merci. Alors voilà, un exemple de passage à l'action. Christian Mayer est donc étudiant en architecture, mais vous participez aussi à un projet que personnellement je trouve absolument fantastique, qui s'appelle le projet Rebuild, et qui est vraiment un exemple de passage à l'action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un point en quoi il consiste ce projet? Oui, donc le projet Rebuild, ça fait partie du Low Tech Lab Lausanne. Et ce qu'on essaie d'appliquer, c'est un peu l'idée de l'économie circulaire. Donc c'est un projet d'architecture, de génie civil, mais aussi un peu de toute technologie du bâtiment. Et du coup, un peu à l'image de la ville, c'est une carrière, donc on a déjà... Donc expliquez la chose depuis le début. En gros, il y a un bâtiment de bureau à Renan. Exactement. Donc, que vous allez démolir, que vous êtes plutôt l'entreprise Steiner, l'entreprise générale Steiner. Et puis qu'est-ce que vous faites de ce qui reste après? Ouais, donc justement, parce que
dans notre vue, l'économie de construction compte pour, je pense, 40% des émissions CO2 au monde. Donc ça, nous, on est vraiment un des acteurs les plus importants peut-être dans le changement climatique. Et du coup, nous, on pense que tout a déjà été construit, donc tous les matériaux sont déjà là. Oui. Et avant de détruire le vieux et reconstruire un nouveau, il faut peut-être arrêter de construire. Et du coup, ce que nous, on essaie de faire dans ce cas concret, c'est qu'on a un bâtiment justement existant à Renan, qu'on a inventarisé là, quels matériaux est-ce qu'on pourrait réutiliser, et on veut reconstruire au début, c'était l'idée d'une unité d'habitation. C'est toujours un peu difficile au niveau des permis de construire. Mais donc de reconstruire ou de construire justement avec ces matériaux récupérés un pavillon communautaire à Écublanc, sur un terrain à Écublanc. Et donc là aussi, avec l'idée d'implémenter le public pour justement sensibiliser aussi tout le monde, les utilisateurs, vraiment de donner de l'importance à la construction à travers l'utilisateur. Donc concrètement, vous allez scier le béton de ce bâtiment de bureau, vous allez le récupérer et le construire. Voilà, on peut dire, on a peut-être le pire bâtiment. On a choisi le pire bâtiment pour faire ce genre de projet. Quelque chose en bois, ce sera beaucoup plus simple. Mais c'est justement ça qui est intéressant aussi. On a tellement de béton partout. Et ce que nous on aimerait faire, c'est pas recycler le béton, donc pas le détruire et recouler du béton avec, mais nous on aimerait bien voir est-ce qu'on arrive à récupérer vraiment des éléments entiers structurels et donc vraiment utiliser un mur de nouveau en tant que mur et pas utiliser un mur en tant que surface de route ou quelque chose comme ça. Donc un pavillon éphémère ou destiné à durer, si je puis dire? Donc pour l'instant on a le terrain pour 1 an, mais de toute façon dans l'idée du circulaire, c'est l'idée de récupérer, reconstruire quelque chose, mais du coup qui sera transformable. Donc peut-être après, si on trouve un nouvel endroit, qu'on va le démonter de nouveau. Donc c'est ça aussi un point important, qu'il reste démontable et qu'on peut le remonter ailleurs. Mais c'est à vie, donc c'est censé être durable. Petite question avant de redonner la parole à Madame Piton. Est-ce que vous avez l'impression de recevoir la bonne formation ici à l'EPFL en 2022 pour devenir un architecte, un architecte du futur qui saura régler les problèmes liés aux défis climatiques? Je pense que ce genre d'initiative, c'est une très bonne possibilité qu'on a ici. Aussi parce que c'est organisé par des étudiants. Nous, on peut proposer des projets crédités pour les semestres. Et du coup, c'est vraiment les étudiants qui font leurs propres projets. Après, dans le sein de l'ENAC, du coup, je pense que l'ENAC, c'est très important qu'on a à l'ENAC, qu'on a justement cet échange entre les différentes disciplines. Mais je pense qu'il y a encore du potentiel, surtout aussi en face de toutes ces questions liées au climat. Je pense qu'on peut encore beaucoup plus exploiter cet échange et aussi vraiment forcer les étudiants et aussi les professeurs à penser d'une manière un peu plus durable. Je pense surtout en architecture, des fois on est peut-être un peu encore trop quelque part en arrière, et je pense que ce sera bien d'être un peu plus radical aussi dans les projets qu'on fait. D'accord. Vous me racontiez, quand on a préparé ce débat, que vous receviez un autre lobby, celui de la construction, des rapports qui vous faisaient tomber de votre chaise. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant de faire le parallèle entre ce que j'ai reçu et puis ce projet que M. Meyer vient de nous présenter. Je l'en remercie. Donc nous recevons régulièrement, nous les membres du Parlement, les communiqués de presse, de la Société suisse des entrepreneurs, qui est donc un partenaire que probablement plusieurs d'entre vous à l'ENAC connaissez. Et puis là, j'ai pris celui qu'on avait reçu en avril de cette année concernant la consultation de la loi sur le CO2, donc pour donner une suite à la non-acceptation de la révision par le peuple lors des votations 2021. Le Parlement a dû reprendre en urgence du coup la loi existante afin de la prolonger pour qu'on ait quand même toujours un encadrement. Et c'est là qu'il y a eu donc une consultation, y compris envers du coup la Société suisse des entrepreneurs. Et là, c'est assez intéressant parce que
ils nous disent donc simplification de la procédure d'autorisation de construire comme déclencheur de la vague verte. Les autorités compétentes en matière de permis de construire traitent les demandes de permis de construire pour les assainissements énergétiques complets de bâtiments et les nouvelles constructions de remplacement selon une procédure simplifiée et accélérée. Et puis l'autre phrase très intéressante, par ailleurs, la société Suisse Entrepreneurs demande que ce projet, le projet donc de la loi CODE, ne se concentre pas uniquement sur le remplacement du chauffage ou sur l'installation de production de chaleur. Ce n'est pas l'unique solution pour atteindre l'objectif zéro net dans le secteur du bâtiment. Un bâtiment construit aujourd'hui consomme 4 à 7 fois moins d'énergie qu'un bâtiment d'avant les années 1980. Etc. C'est pourquoi la reconstruction d'anciens bâtiments au moyen de nouvelles constructions de remplacement est souvent plus efficace sur le plan énergétique qu'une rénovation. Voilà, je vous arrête là. On a quelque chose de très concret ici, voilà, au niveau suisse. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, monsieur Messerli. Si on revient à un niveau un peu plus général, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises, et en particulier les grandes entreprises au niveau suisse, mais aussi global, sont dans une phase de passage à l'action ou pas, puisque vous avez bien expliqué au fond que voilà, on devait trouver des partenariats, des combinaisons de tous les stakeholders, qu'ils soient économiques, politiques, la société civile, et bien sûr aussi la communauté scientifique. On y reviendra parce que j'ai cru comprendre dans le discours de M. Wetterli, dans le discours de Claudia Binder, dans le vôtre, qu'il y avait aussi un conservatisme dans le monde de la recherche et de la science. Mais parlons d'abord des grandes entreprises. Well, I think where we stand today is that everybody has Alors, je pense que tout le monde a compris aujourd'hui qu'on ne peut pas simplement dire non aux nouvelles idées. Parce que sinon, on va vous dire quelle est votre idée. Et si vous n'avez rien à dire, vous ne survivrez pas à l'avenir. Donc, on peut l'observer de différentes manières dans différents secteurs. Alors, si on voit maintenant ce qui se déroule aujourd'hui, il semble difficile de distinguer le greenwashing des vrais engagements d'entreprise. Mais, quand même, de manière générale, on voit que ces early adopters, donc les premiers à s'être lancés, sont vraiment engagés dans ces idées circulaires. Mais après, il y a la question de l'échelle et de la vitesse. Il y a de belles anecdotes qui sont assez prometteuses. Mais la question est de savoir comment nous allons les mettre à l'échelle. Pour beaucoup de secteurs, dans le secteur financier par exemple, on peut observer qu'il y a des portefeuilles de santé, société, environnement qui se développent de plus en plus. Il y a de l'argent qui est créé, mais il n'est pas encore arrivé vraiment au niveau du centre des affaires, de comment on fait les choses vraiment. Donc il faut passer du côté marginal vraiment à devenir le centre même de nos actions dans une entreprise. Si on investit, si on est une entreprise, ça doit être un de nos principes fondateurs. Alors, il y a également ce danger de l'effet rebond. Parce que le fait de faire de l'énergie verte ne veut pas dire que l'on ne va plus faire d'autres affaires. Il faut réfléchir d'une manière plus holistique. Et donc, ceci me ramène au communiqué qui a été effectué plus tôt. Il nous faut de plus en plus de bons exemples, il nous faut des histoires crédibles que l'on peut appliquer. Vous savez tous que vous pouvez être en bonne santé en étant végétarien. Et personne ne va vous dire, ne va vous faire de reproches. C'est votre choix de vie. Et il y a de plus en plus d'histoires qui nous montrent qu'on peut vivre de manière différente avec une empreinte carbone plus faible. Souligner l'importance d'être quand même constructif, positif, d'encourager le passage à l'action. De nouveau, vous, le geek de service, qu'est-ce que peut la technologie, qu'est-ce qu'elle peut apporter là, dans ce moment? On reviendra peut-être sur la capture du carbone. Claudia Binder en a parlé, c'est un exemple qui n'est pas trop dans votre domaine, mais anticipons déjà sur le pouvoir de la
la data science et qui est devenue, à part ça, une partie relativement importante des cursus offerts par l'ENAC. Oui, totalement. Je suis tout à fait d'accord avec M. Messerli. Il faut garder un esprit positif dans ces choses et pas céder au catastrophisme et à la dépression, pour revenir à la courbe. Et oui, effectivement, exemple de data science qui ont pu avoir un impact dans ces domaines. Il y en a quelques-uns qui sont flagrants. Par exemple, au niveau de la biodiversité, vous disiez qu'il y avait 20% des espèces qui étaient menacées, mais en fait, ce que M. Messerli ne vous a pas dit, c'est qu'il y a 20 000 espèces dont on ne sait rien, parce qu'elles sont data deficient. Donc, on ne sait pas si elles sont en danger parce qu'on n'a pas de données. Et du coup, il y a toute une mouvance de chercheurs en écologie digitale où, en utilisant toutes les technologies de l'information, on essaye d'observer, de catégoriser et de mapper les habitats de ces espèces. Et grâce à ça, on a pu donner à un nombre considérable d'espèces de la donnée, ce qui a pu nous aider à les faire entrer dans la liste rouge de l'IUCN et de leur donner un statut à protéger. Donc c'est des choses qui, sans ces données, qui peuvent être aussi variées que des vidéos sur YouTube ou des photos de vacances que vous avez prises avec vos téléphones, ça nous a permis d'avoir un impact au niveau de la conservation animale. Alors ça, c'en est un. Après, je peux continuer sur la déforestation si vous voulez. Mais... non, juste une petite énumération, là, comme ça, rapide, pour que, voilà, on se... Oui, alors, au niveau de la déforestation, Global Forest Watch utilise beaucoup de machine learning, et ça permet de l'action dans les 2 jours pour contrer le illegal mining. NASA Harvest, il travaille beaucoup sur tout ce qui est agriculture intelligente et permet de donner aux agriculteurs, surtout dans les régions d'Afrique, les moyens de savoir quand planter, quand protéger leur culture, comment planter. Et ça, c'est 2 exemples qui me viennent en tête, qui sont vraiment des exemples à impact de la technologie digitale. Merci. Les obstacles. Quels sont, Madame Piton, les obstacles les plus évidents au plan suisse, mais peut-être au plan plus général. Et puis après, je vous demanderai peut-être votre pronostic pour la prochaine, puisque c'est un peu dans l'actualité. La prochaine COP, la COP 27 à Sharm el-Sheikh, une COP qui arrivera fin de l'année dans un contexte justement de crise multiple où il s'est passé beaucoup de choses. Alors, pour faire suite avec ma démonstration tout à l'heure, pour qu'elle fasse sens, donc ce qu'il faut relever de ce passage que j'ai récité tout à l'heure, c'est qu'on y retrouve le problème de l'effet rebond que M. Messerli a très bien expliqué tout à l'heure, et on y retrouve aussi cette volonté, cette pression de ces acteurs économiques de dérégulation, toujours plus de dérégulation, qui est une des caractéristiques du néolibéralisme mis en place depuis les années 80 et qui est une des principales causes de la situation du dépassement des limites planétaires. Une autre cause qu'on peut aussi déduire est celle de la perception de la durabilité. Qu'est-ce qui est durable? C'est intéressant d'entendre M. Mayer dire ouais, un peu plus durable ou censé être durable. Et donc, cette hésitation, c'est juste, vous êtes exprimé ainsi, cette hésitation, elle est révélatrice, parce que pour être sûr de ce qui est durable ou de ce qui ne le serait pas, qui permettrait d'ailleurs de distinguer ce qui est du greenwashing de ce qui ne l'est pas, il faudrait comprendre ce qu'est la durabilité forte. Et la durabilité forte, c'est d'inclure les limites planétaires. Ces limites planétaires, il y en a 9, dont celle du climat, dont celle de la biodiversité. Et ensemble, ces 9 limites, avec la couche de l'ozone, etc., je ne vais pas les énumérer ici, mais elles définissent le cadre biophysique, géophysique, qui, en fait, permettent la viabilité de notre planète pour le vivant, pour les espèces, y compris l'espèce humaine. Et ces concepts-là, pour comprendre bien ce qu'est la durabilité, il doit être diffusé notamment à l'ENAC. Et ça, c'est très important. Puis pour finir sur la question par rapport à la COP, quels vont être du coup les enjeux principaux, ce qu'on constate effectivement, c'est que suite à la pandémie, suite à maintenant le début de la guerre et l'impact que ça a, en fait, on a 2 voies possibles. Est-ce que ça va enfin nous faire comprendre qu'on doit s'affranchir absolument des énergies fossiles? Est-ce qu'on va enfin comprendre que les causes de la pandémie sont les mêmes que celles de la crise climatique, etc. Ou au contraire, on reste dans cette phase de déni et de choc
et puis du coup, c'est finalement les vieux réflexes qui prennent le dessus. Donc là, la COP va devoir finalement rattraper ce retard et ces tensions qui se sont accumulées ces 2 dernières années et depuis la dernière COP.